Les violences conjugales, ça touche aussi les jeunes et les ados. C'est une phrase très simple, mais qui aurait pu changer beaucoup de choses pour moi si je l'avais entendue plus tôt. Donc c'est un sujet dont je parle beaucoup, mais c'est un sujet qui est vraiment important et qui est important pour moi au vu de mon vécu. Donc bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois d'octobre, que novembre est pas trop dur pour vous, parce que je sais que c'est un mois qui est pas forcément agréable. Il fait pas très beau, il pleut tout le temps, c'est un mois un peu creux, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Enfin bon voilà, je sais que là on est mi-novembre, donc voilà, j'espère que ça va. Bientôt ce sera décembre et les fêtes de Noël. Tout le monde n'aime pas ça. Personnellement, j'adore Noël, donc ça me met en joie. Mais voilà, j'espère en tout cas que ça va de votre côté. Aujourd'hui, du coup, vous l'avez compris, on va parler des violences conjugales et notamment de ce que moi j'ai vécu. Donc, petit trigger warning hein, tout de suite. Je vais donc parler de violences dans le couple, donc de violences psychologiques, physiques, sexuelles, voilà, tout ça, de plaintes, de dépression, de problèmes de santé mentale, de traumatisme et de reconstruction aussi, très important. On va aussi parler de reconstruction. Voilà, donc là, je me suis installée avec mon petit micro, mon petit thé. Je ne sais pas combien de temps va durer cet épisode. Je vais essayer de pas non plus trop rentrer dans les détails et de vous faire un témoignage assez concis et d'insister surtout sur l'après parce que je pense que c'est vraiment ça qui est important et c'est ça qu'on entend trop peu. Des témoignages de violence, on en a, on peut y avoir accès quand même assez facilement, mais on parle pas beaucoup de ce qui se passe après, de comment on fait pour aller mieux. Donc moi, je vais vraiment essayer d'insister là-dessus. J'ai déjà fait un témoignage, sur le sujet sur mon podcast. Alors j'ai déjà fait des témoignages dans plein d'endroits, donc je pense que vous connaissez, si vous me suivez déjà un peu l'histoire, c'est pour ça que je vais pas trop, m'attarder dessus. Mais j'avais fait un témoignage détaillé il y a 3 ans, sur mon podcast, de 2 épisodes, qui étaient assez longs, qui devaient faire, 1 heure chacun, je pense, à peu près, que j'avais fait du coup avec mon copain Maxime. Et qui me permettait du coup de, voilà, de revenir vraiment en détail sur ce que j'avais vécu. Mais c'était il y a 3 ans, donc il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis. Il y a 3 ans, je venais tout juste d'en parler à mes parents. J'avais pas du tout commencé à sensibiliser sur le sujet. J'avais pas porté plainte. Enfin, si, j'avais porté plainte, mais il y avait rien qui avait avancé. Enfin, je venais juste de le faire. J'étais au début de ma enfin, j'étais quand même un peu avancée dans ma reconstruction, mais il me restait beaucoup d'étapes, après. Donc je pense que c'est important 3 ans plus tard de faire un petit update pour savoir où j'en suis actuellement parce que, bah, les violences conjugales, c'est pas juste, et d'ailleurs, les violences sexistes et sexuelles, d'une manière générale, c'est pas juste, ça se passe un jour et après, on guérit et ça va mieux. Des fois, on peut s'en remettre, très vite et tant mieux, mais des fois, ça prend du temps et je pense que ça impacte toujours d'une manière ou d'une autre, notre vie plus tard. Donc voilà, je vais essayer de vous parler un petit peu de tout ça. Bref, j'ai déjà été longue pour, mon introduction. Déjà, je voudrais juste faire un petit point avant de rentrer vraiment dans mon témoignage sur ce que c'est les violences conjugales. Je pense que beaucoup le savent, mais quand même, c'est important de rappeler que les violences conjugales peuvent toucher toutes les classes sociales, toutes les tranches d'âge et tous les genres. Voilà, le modèle classique et le plus répandu dans les violences conjugales, c'est un couple hétéro avec un homme qui est violent. euh, contre une femme, mais il existe aussi des violences dans les couples queer. D'ailleurs, j'ai une interview sur mon podcast si ça vous intéresse d'une femme qui témoigne justement des violences conjugales qu'elle a vécues par sa compagne. Voilà, je tiens à le rappeler, même si c'est pas le sujet ici, les violences peuvent prendre place dans tout un tas de contextes différents. Ces violences ne sont pas que physiques, elles peuvent être de toutes sortes, donc psychologiques, sexuelles, économiques, administratives. Voilà, il y a tout un éventail de violences et il faut pas s'arrêter à ce qu'on peut penser des fois de les violences conjugales, c'est des violences physiques, c'est avoir un œil au beurre noir. Voilà, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça et ça, c'est juste une
petite partie vraiment infime des violences et pour depuis des années être en contact avec beaucoup, beaucoup de victimes de violences conjugales, bah, en fait, on se rend compte que c'est vraiment une violence qui est très, très minoritaire et pourtant c'est d'elle dont on parle le plus. Et c'est important d'en parler, mais du coup, ça invisibilise les autres types de violences. On se dit que ça n'existe pas ou que c'est pas grave. Donc voilà, c'est important de garder ça en tête. Et ce qu'il faut bien retenir pour comprendre les violences conjugales, c'est qu'il y a une histoire de domination. Des fois, on me demande c'est quoi la différence entre des violences conjugales et un couple qui se dispute. Bah, en fait, un couple qui a des disputes et tout ça, des désaccords, c'est normal. Comme dans toute relation humaine, on peut jamais être d'accord à 100% avec une personne. Mais dans les violences conjugales, il y a un mécanisme d'emprise, il y a un mécanisme de domination, de manipulation d'une personne sur l'autre. Voilà, c'est vraiment quelque chose de différent qu'il faut bien comprendre. J'espère que déjà ça vous a aidé à comprendre un peu les violences conjugales. Et rapidement, juste avant que je vous fasse mon témoignage, en termes de chiffres, du coup, il faut savoir que 90% des victimes de violences conjugales sont des femmes, que dans le monde, 38% des meurtres de femmes sont perpétrés par le partenaire, donc c'est énorme, 38%, hein. Ça, c'est un chiffre de l'OMS. Euh, et du coup, on parle de féminicide, donc le meurtre d'une femme en raison de son genre. En France, on est vraiment très touché puisque le gouvernement estime que une femme meurt tous les 2 jours et demi euh, à cause de son compagnon ou ex-compagnon. À noter qu'on ne prend pas en compte les suicides qui sont entraînés par les violences conjugales et je crois, il me semble si je ne me trompe pas, que c'est à peu près 200 femmes par an qui sont poussées au suicide et on ne les compte pas dans les chiffres des féminicides et pourtant c'est bien aussi une conséquence directe des violences conjugales. Et donc parmi toutes ces femmes en France qui meurent des suites d'un féminicide, il faut savoir que 75% avaient déjà porté plainte. Voilà, donc on va en parler des plaintes et tout ça, mais il y a un gros sujet là-dessus. Et sur les jeunes, donc les jeunes sont particulièrement exposés aux violences conjugales pour tout un tas de raisons, parce que bah voilà, on est plus naïf, on a moins de recul, c'est souvent la première relation, on n'a pas de point de comparaison. Et puis on est biberonné aussi à des images de couple et de relations romantiques, du prince charmant qui va venir sauver sa princesse, etc. Enfin bref, tout ce qu'on a dans la pop culture, notamment quand on devient ado et qu'il y a un peu une glorification des passions toxiques et destructrices, bah, ça a un impact aussi sur, bah, sur les premières relations de couple. C'est pour ça que c'est important de faire de la prévention et de rappeler que c'est pas des modèles qui sont enviables. Et du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que selon l'OMS, chez les moins de 25 ans dans le monde, il y a une jeune femme sur quatre qui a déjà vécu des violences physiques et ou sexuelles dans son couple. Donc bah, c'est vraiment énorme, quoi. Une sur quatre, voilà. Et je veux juste faire un dernier point, c'est sur le sujet des violences sexuelles dans le couple, très 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 tabou. Et pourtant, il faut savoir que en France, sur toutes les femmes victimes de viol ou de tentatives de viol, donc c'est presque 100 000 femmes par an, entre 18 et 75 ans, il y en a la moitié, donc 47%, qui sont victimes par leur conjoint ou leur ex-conjoint. Donc on appelle ça du viol conjugal, ça vaut aussi pour les agressions sexuelles bien sûr, et c'est très très grave et ça ne doit pas être banalisé. Voilà, je voulais juste le rappeler, mais je vais vous en reparler juste bah, là tout de suite. Petite précision, si vous avez déjà entendu mon histoire, que vous la connaissez déjà, etc., vous pouvez avancer jusqu'à la 46e, 47e minute à peu près pour écouter ce qui s'est passé à partir de la plainte. Voilà. Du coup, bah, pour vous expliquer un petit peu ce que moi j'ai vécu, donc j'avais 13 ans quand j'ai rencontré mon ex. On s'est mis ensemble rapidement, donc on s'est rencontrés en quatrième. Moi, je suis tout de suite tombée sous son charme. C'était un petit peu le bad boy de la classe, voilà. Et moi, j'étais la première de la classe, très sage, très bonne élève, tout ça.
et bah, voilà, il me plaisait, je le trouvais drôle, je le trouvais, sympa, enfin voilà. Je lui plaisais aussi, donc on est sortis ensemble 2 mois en quatrième. Là, il y a pas eu de violence. Ensuite, il m'a quittée et après moi, j'étais, complètement in love de lui. J'avais trop envie qu'il revienne et déjà un premier red flag, bien sûr que je n'ai analysé, qu'avec beaucoup de recul plus tard, mais en fait, c'est au moment où moi voilà, j'arrivais à la fin de la troisième, je me disais: «Bon, ça fait quand même un moment que j'ai ce gars-là dans la tête, en fait, faut que je me rende à l'évidence, il est pas fait pour moi, enfin voilà, ça va enfin passe à autre chose ma grande». À ce moment-là, en fait, où j'ai décidé de passer à autre chose, il est revenu vers moi et il a tout fait pour qu'on se mette ensemble. Voilà, donc déjà un premier petit souci dès qu'il a vu que je lui échappais, en fait, c'est quelque chose qu'il a pas du tout supporté. Donc voilà, du coup, on s'est mis ensemble à la fin de la troisième, donc on avait, 14 ans, enfin voilà, c'était juste avant mes 15 ans. Au tout départ, ça s'est, passé normalement, enfin voilà, il y a eu les grandes vacances, donc on s'est pas non plus énormément vus et puis on a commencé le lycée et on était dans le même lycée et en fait, c'est très, très vite, en fait, que les mécanismes d'emprise et de manipulation psychologique se sont installés. C'était quelqu'un de très jaloux qui voulait que je passe tout mon temps avec lui et puis, en fait, ça s'est fait vraiment progressivement. Au départ, c'était, bah, en fait, à toutes les récréations, à toutes les pauses, on va rester ensemble. Et puis après, c'est devenu bah, tous les week-ends, on va rester ensemble. Et puis tous les midis, on va manger ensemble. Et puis de ça, c'est passé à bah, en fait, tu ne mangeras plus avec personne d'autre que moi le midi. Donc si tu veux manger avec tes copines, bah non, en fait, parce que moi, je veux manger que avec toi. Et après, je veux qu'on aille se promener tous les deux sur le front de mer et qu'on reste ensemble. Tout le temps, enfin voilà. Donc ça s'est fait vraiment, ouais, très, très insidieusement et très, très, très progressivement et ce qu'il faut noter, c'est que moi, à l'époque, j'étais à l'internat et lui, non et du coup, c'était un moment de la journée, en fait, où il pouvait pas, avoir d'emprise sur, mon emploi du temps, sur ce que je faisais et cetera. Donc tout de suite, il s'est mis à être très jaloux parce qu'il avait pas envie que je passe du temps avec mes copines, que je puisse, aller, boire un thé, le soir après, la permanence et discuter avec des garçons. Enfin, voilà, pour lui, c'était vraiment pas envisageable et du coup, il a commencé à m'imposer de l'appeler tous les soirs et donc voilà, je devais, lui rester au téléphone avec lui, bah, en fait, dès que j'avais terminé, le repas et que j'avais pris ma douche, fallait que je reste au téléphone jusqu'à ce que je rende mon téléphone. Donc autant dire que je pouvais rien faire. Autant dire que du coup, j'ai perdu, bah, ma meilleure amie de l'époque, avec qui, j'étais dans la même chambre. En fait, on a arrêté notre, cohabitation parce qu'elle en avait marre, ce qui est totalement, compréhensible. Et puis, bah, en parlant d'amis, lui, il était très désagréable avec mes amis, particulièrement menaçant, bien sûr, avec cette amie-là en question parce que c'était celle dont j'étais le plus proche, enfin la plus proche, mais du coup, bah, il allait me dire qu'elle était pas intéressante, qu'elle était pas bien pour moi, qu'il fallait que je m'éloigne d'elle et cetera. Bon, après avec, le recul, effectivement, l'amitié que j'avais avec cette fille était pas forcément saine, non plus sur tous les points, mais là, c'est pas le sujet. Enfin, le but, c'était vraiment juste de m'éloigner d'elle et il était comme ça avec mes autres amis, même si j'en avais pas beaucoup. Il était comme ça aussi avec ma petite sœur, avec qui j'ai 4 ans d'écart. Et du coup, bah, il allait me dire qu'elle était pas intéressante, qu'il fallait pas que je passe du temps avec elle. Enfin, voilà. Et moi, sur le coup, en fait, je me rendais pas trop compte de ça. Euh, Avec le recul, après, quand j'en ai parlé à ma sœur, coucou Charlotte, si tu écoutes ce podcast, je pense que tu l'écoutes, elle m'a dit qu'en fait, bah, à cette période-là, donc qui coïncidait avec moi, mon entrée au lycée et elle, son entrée au collège, elle s'était rendue compte que je m'éloignais d'elle et elle en voulait à mon ex. Et moi, je m'en suis pas rendu compte en fait parce que j'étais complètement obnubilée, j'étais complètement aveuglée par ce que je vivais. Et on me demande aussi souvent, mais tes copines, elles te le disaient pas, qu'il abusait, que c'était relou, qu'il soit tout le temps avec toi, et cetera. Et si elles me le disaient,
Mais en fait, mon ex avait vraiment réussi à, manipuler les choses et à me faire croire qu'en fait, elles étaient complètement jalouses, que, c'est juste qu'en fait, c'était des gamines, qu'elles étaient pas en couple, qu'elles pouvaient pas savoir ce que ça faisait d'être amoureux, que, elles étaient juste envieuses, de notre, relation, que nous, c'était passionnel entre nous, qu'on avait besoin de se voir tout le temps, enfin, voilà. Et du coup, je m'en persuadais moi-même et puis, bah, du coup, j'ignorais un peu les remarques de mes amis. Moi, ça me faisait de la peine parce qu'en vrai, j'avais envie de passer du temps avec elle. J'étais triste qu'elle fasse des choses, sans moi parce que, bah, moi, j'étais jamais dispo, à cause de lui. Mais en même temps, en fait, j'étais dans ce truc où je me disais: «Mais c'est le début de la relation, c'est normal que ce soit comme ça, c'est les premiers mois, ça va passer avec le temps, on va se faire plus confiance, il sera moins jaloux et puis voilà, ça va s'améliorer en fait. Vraiment, j'étais persuadée de ça et je pense que je me mentais un peu à moi-même, mais je pense que vraiment dans les premiers mois, j'y croyais à ça. Je me disais vraiment que, bah, c'était, juste un peu de la jalousie normale à tout début de relation, que c'était très passionnel et qu'après, bah, comme toute relation, avec le temps, ça allait devenir un peu plus calme et du coup, il allait me laisser plus d'espace. Et en fait, bah, avec le recul, bien sûr, là, on voit tout à fait la première phase, de survenue des violences, qui est la phase d'emprise et d'isolement de la victime. On va vraiment essayer de la couper de tout le monde. Moi, il m'a pas coupée de tout le monde, il a pas réussi à me couper de ma famille, à me couper de mes amis, mais il m'a suffisamment isolée et fait sentir vulnérable pour que je ne puisse parler à personne de ce que je vivais et ça, bien sûr, bah, ça a un impact, direct sur la suite de l'histoire. Et la deuxième phase, ça a été vraiment une phase de survenue des violences, donc des violences de tout type. Déjà, les violences psychologiques, elles étaient très, très fréquentes et elles étaient un peu disséminées, tout au long de la relation et elles étaient vraiment fréquentes. Les violences psychologiques, ça pouvait être, par exemple, être très désagréable avec moi, me faire des réflexions tout le temps sur mon physique, sur ma manière de m'habiller, de me comporter, de voilà, me dire que j'étais pas assez drôle, que j'étais pas assez bien, que là j'avais pris du poids, que j'étais trop grosse, alors que vraiment à l'époque je faisais 15 kilos de moins, donc voilà. Même là actuellement je ne suis pas grosse, mais alors c'est pour dire à l'époque à quel point j'étais pas grosse, mais bon bref. Donc il me faisait complexer sur tout un tas de choses comme ça. Il me disait que j'étais trop poilue, que c'était sale, que enfin voilà, en fait, rien n'était jamais assez bien. Si je m'habillais, avec un décolleté, il allait me dire que, ça faisait pute. Si je m'habillais, plus, strict, on va dire, il allait me dire que je faisais coincée, vieille, enfin vraiment, rien n'était bien pour lui, en fait et bien sûr, faut toujours se rappeler que dans les violences conjugales, c'est toujours un jeu de chaud-froid. C'est-à-dire qu'il y avait ces moments où il était absolument infect et ces moments où il allait me dire que j'étais la plus belle femme du monde, que j'étais merveilleuse, que vraiment il méritait pas d'être avec quelqu'un, d'aussi parfait que moi. Enfin, voilà, c'était toujours du chaud-froid, comme ça. Et les violences psychologiques, c'est essentiel aussi dans les violences conjugales parce que ça contribue à vraiment effacer toute confiance en toi. Et je pense que c'est particulièrement facile de le faire entre guillemets à l'adolescence parce qu'on est dans une période où on n'a pas encore construit sa personnalité, on n'a pas encore affirmé qui on était, on est quand même à un moment de notre vie où on est assez fragile et où on est en construction finalement. Et donc, quel meilleur moment que celui-ci pour finalement détruire ce qui n'a pas encore été fait. Et donc avec le recul, c'est pareil. Je pense que voilà, j'étais quelqu'un de alors j'avais toujours eu beaucoup de caractère quand j'étais petite et tout ça, même si j'étais, une fille, sage et bien élevée et première de la classe et tout ça, mais j'avais quand même mon caractère et j'avais beaucoup de revendications et tout ça. Hem et j'ai toujours eu beaucoup d'empathie, ce qui m'a vraiment, vraiment, bah, pesé aussi, enfin ce qui m'a tiré vers le bas aussi dans ce cas-ci parce que du coup je lui cherchais tout le temps des excuses et voilà. Mais du coup, bah, j'avais pas encore, j'étais vraiment dans une phase de construction de ma personnalité et lui, il a détruit tout ça, toutes les bases que j'avais et il m'a empêché d'en construire d'autres. Ce qui fait que pendant des années, en fait, moi, quand je revois, mon adolescence, j'ai une impression de flottement avec, l'idée de ne pas savoir qui j'étais vraiment, de ne pas j'avais vraiment l'impression d'être, comme une page blanche, quoi, de pas avoir de personnalité, de pas avoir d'envie, de pas avoir de talent,
il m'avait tout enlevé en fait, j'étais plus rien du tout et j'existais plus que par lui. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très fréquent et c'est quelque chose qui du coup a mis du temps à se reconstruire parce qu'après la rupture, j'ai dû faire ce travail un peu en retard de construction de moi-même, d'affirmation de ce que je voulais, de ce que je voulais pas dans la vie. Enfin bref, ce qu'on fait normalement à l'adolescence, moi je l'ai fait un petit peu plus tard au début de mes études supérieures. Donc effectivement, ça a eu un impact. Et puis en plus de ces violences psychologiques, bah, il y a du coup tout ce que je vous ai dit là qui rentre aussi dans le cadre des violences verbales d'ailleurs. Et puis il y a la surveillance tout le temps omniprésente, le fait de ne rien pouvoir faire, d'être menacé, d'être enfin ouais, si je pouvais pas aller dormir chez une copine parce qu'il allait être complètement parano et me dire que j'allais le tromper avec quelqu'un, que il m'envoyait des messages d'insultes, enfin c'était tout le temps en fait. Et puis il y a la dimension aussi cyber dont on parle pas beaucoup, mais les cyberviolences, donc le fait d'avoir mes mots de passe de réseaux sociaux, de me confisquer mon téléphone et de surveiller tout ce que je faisais, enfin, tout ça, c'est aussi important pour l'agresseur, pour vraiment emprisonner sa victime. Après, il y a eu aussi des violences physiques, même si pour moi, c'était des choses vraiment plus ponctuelles et qui, selon moi, à l'époque, n'étaient pas assez graves pour que je m'en inquiète. Donc, par exemple, c'était me pincer le bras. Ça, il le faisait vraiment, je pense, au moins une fois par semaine, hein, en moyenne. C'est difficile de se rappeler avec le recul parce que le cerveau efface beaucoup de choses, mais ça, c'était vraiment très, très récurrent, quoi. Dès qu'il était contrarié, que je voulais pas faire quelque chose, il allait me pincer le bras et puis bah, ça allait me rappeler à l'ordre en fait. Donc ça, il le faisait de manière très discrète, donc partout, hein, même au lycée, dans les magasins. Enfin, c'était vraiment quelque chose de discret. C'était aussi me pousser, me jeter des objets ou par exemple, bah ça c'est une anecdote que je raconte souvent, donc vous la connaissez sans doute parce que c'est quelque chose qui m'a marqué. C'est un très bon exemple aussi de manipulation, etc. Mais une fois en vacances, il m'avait jeté sa chaussure au visage parce qu'il n'était pas satisfait des photos que je prenais de lui. Hem et puis, bah, moi, j'avais pleuré parce que j'avais eu peur et que j'avais eu mal et il m'avait tout de suite dit: «Bah, là, on va retrouver tes parents, donc tu as intérêt à trouver une bonne excuse». Je leur avais dit que je m'étais, pris une branche d'arbre et je l'avais protégé parce que je ne voulais pas que mes parents, que mes proches, que mes amis, puissent penser du mal de lui. Et ça, c'est difficile à comprendre, je sais, d'un œil, extérieur parce qu'on peut se dire: «Mais cette personne, en fait, c'était un monstre. Au fond de toi, tu devais le détester». Mais ce qui est hyper complexe dans les violences conjugales, c'est qu'il y a un noyau de relations amoureuses et du coup, moi, j'étais amoureuse de cette personne, même s'il me faisait du mal, même si tout ça. J'étais complètement amoureuse de lui et du coup, je ne voulais pas qu'on le voie comme une mauvaise personne. Pour moi, c'était vraiment, quelqu'un un peu quelqu'un à sauver. C'est un peu le syndrome de l'infirmière où voilà, je me disais: «Non, mais voilà, il a besoin de moi, j'ai besoin de lui, on est bien ensemble, oui, il a des défauts, mais en vrai, il fait des efforts, pour que ça s'améliore et cetera». Et du coup, je m'accrochais à ça et j'ignorais, tous les tous les red flags et tous les comportements violents et cetera, en me disant: «Bon, bah, c'est comme ça et puis il a d'autres qualités et puis ça va changer et puis ça va passer et puis après on sera heureux plus tard parce qu'il va arrêter». Et surtout, je voulais pas bah ouais, qu'on le voit comme quelqu'un de méchant. C'est-à-dire que même quand lui était vraiment, parce que autant devant ma famille, il était adorable, devant mes amis, c'était autre chose. Il était un peu plus, incisif et désagréable et il avait tendance à se moquer de moi en public, à un peu ouais, m'humilier, plus ou moins gentiment, quoi. Et ça, du coup, c'était des fois mes copines, elles allaient me dire: «Mais t'as vu comment il te traite? Enfin, c'est pas drôle, ça se voit que t'es pas à l'aise et tout ça». Et moi, je leur disais: «Non, mais vous inquiétez pas, il fait ça, pour faire son intéressant devant vous, mais en vrai, il est pas comme ça». Enfin, vraiment, je voulais le protéger à tout prix et pareil quand, des proches voyaient des choses, que ce soit des bleus sur les bras, parce qu'il m'avait pincée ou, quand j'avais les yeux complètement gonflés, bah, là, en l'occurrence, parce que je m'étais pris, la branche d'arbre ou parce que j'avais passé la nuit à pleurer, enfin bref, j'allais toujours trouver des trucs, dire que je m'étais cognée sans faire exprès, que j'étais
maladroite, que j'avais une allergie, que je trouvais tout le temps des choses en fait parce que je voulais absolument le protéger. Pour moi, c'était impossible que les gens le voient comme quelqu'un de mauvais, vraiment. Et puis en plus du coup des violences physiques, il y a aussi eu des violences sexuelles, donc sujet encore plus tabou. Mais sujet finalement, enfin, il y en a pas toujours dans les violences conjugales. Je sais que c'est pas toujours lié, mais pour moi, c'était lié dans le sens où, vu qu'il supportait pas d'être frustré dans la vie, bah, il supportait pas d'être frustré dans la sexualité non plus. Donc, il allait insister pour que je veuille avoir des relations sexuelles avec lui, alors que je lui disais non. Il allait me faire du chantage, me culpabiliser, me dire que j'avais un problème. Et puis du coup, c'était un cercle vicieux parce que j'avais de moins en moins envie, donc il me forçait de plus en plus. Il me punissait si je refusais, donc en m'empêchant de dormir, en me confisquant mon téléphone, en me mettant la lumière dans les yeux. Enfin, c'était vraiment de la torture psychologique et physique. Euh, et vraiment essayer de me pousser à bout et de me menacer, de me faire du chantage. Et c'était ça à répétition en fait. Mais moi, à ce moment-là, comment je me sentais? Bah déjà, j'avais peur. Euh, et surtout, en fait, j'avais l'impression, enfin, je me sentais impuissante. Parce que, encore une fois, il y a plein de personnes qui m'ont dit après, mais pourquoi? Enfin, en plus, voilà, toi, t'étais pas prisonnière entre quatre murs, tu partageais pas un appartement avec lui, t'étais chez tes parents, t'étais chez les siens, t'étais chez des amis. Pourquoi est-ce que t'as jamais franchi la porte de ta chambre et être allé voir tes parents et dire, bah voilà ce que je vais pas bien, il faut faire quelque chose, il faut m'aider. Mais en fait, je pense que ces personnes-là je juge pas le fait d'avoir ces interrogations parce que je pense que quand on l'a pas connu, on a du mal à comprendre effectivement. Mais je pense que ces personnes-là ne se rendent pas compte de la situation dans laquelle on est, qui est extrêmement humiliante, qui est extrêmement dégradante, où vraiment on se sent honteuse de ce qui nous arrive. On n'a pas envie de faire peur à nos proches, on n'a pas envie de passer pour une victime et on n'a pas envie, encore une fois, de dévaloriser notre agresseur aux yeux des autres. Moi, j'étais toujours dans ce truc de je dois le protéger à tout prix, je ne dois jamais dire ce que je vis parce que, bah déjà parce que lui me disait de rien dire et parce que bah, c'était la honte pour moi et c'était horrible pour lui aussi. Parce qu'en fait, je savais très bien que si je disais à mes parents ce que je vivais, ils allaient me dire, en toute logique, d'arrêter cette relation et ils allaient tout faire pour me séparer de lui. Et moi, j'avais pas envie de ça non plus, parce que j'étais amoureuse et que j'arrivais pas à comprendre que c'était pas normal et que c'était un danger pour moi, etc. Donc, c'est tout un mécanisme psychologique qui est très très compliqué à comprendre d'un point de vue extérieur. Et c'est pour ça que c'est important d'écouter des témoignages de victimes et voilà, d'essayer de comprendre d'une certaine manière ce qui se passe à l'intérieur de la tête de quelqu'un comme ça, parce que c'est vraiment plein de petites voix qui se battent entre elles et qui au final, bah, il y a certaines personnes, la voix de la raison arrive à gagner et elles arrivent à franchir cette porte et à appeler la police ou à dire à leurs proches que ça va pas. Mais moi, j'ai jamais réussi à le faire en fait parce que j'avais trop de fierté, j'avais trop honte. C'est vraiment un mélange de plein de choses en fait qui a fait que j'y arrivais pas. Et c'est pareil, des fois on me demande mais pourquoi tu l'as pas quitté? Tu savais que c'était pas normal. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que moi, à ce moment-là, il y avait une partie de moi qui savait que c'était pas normal et une autre partie qui se disait, Hmm, en même temps, c'est pas vraiment aussi grave que des violences conjugales. Parce que le pire dans tout ça, c'est que je savais très bien ce que c'était les violences conjugales. J'étais déjà très engagée quand même, du moins intéressée par le féminisme. J'étais au lycée au moment de MeToo, donc voilà, j'ai entendu parler de tout ça. Je connaissais très bien tous ces sujets, mais pour moi, je n'avais jamais entendu parler du fait que les violences pouvaient survenir dans des jeunes couples. J'avais jamais entendu parler du fait que ton copain pouvait être responsable d'agressions sexuelles et de viols à ton encontre. Pour moi, j'avais jamais entendu parler de tout ça, donc c'était juste pas. Les liens en fait ne se faisaient pas dans ma tête. Et donc j'étais vraiment dans le déni et j'étais dans le déni à un point où avec mon ex on regardait Big Little Lies. Si vous connaissez pas, c'est une série
pas mal en vrai, qui aborde notamment le sujet des violences conjugales. Et l'actrice, donc Nicole Kidman, joue le rôle d'une femme victime de violences, par son mari. Et je me rappelle très bien de voir les scènes, avec mon ex, de voir qu'en fait, il y avait tellement de points communs entre lui et cet homme-là. Et en même temps, bah, ça n'avait rien à voir parce que c'était un couple marié, parce qu'ils étaient beaucoup plus âgés que nous, qu'ils avaient des enfants, qu'ils vivaient ensemble, que les violences, elles étaient très très fortes, que Nicole Kidman, elle était couverte de bleu. Et du coup, je me disais, mais moi, c'est pas assez grave en fait, je vais pas dire que ça va pas alors qu'en vrai, il me pince juste le bras. Enfin, je grossis le trait, mais vous comprenez un petit peu, je pense ce que je veux dire. Et d'où l'importance en fait, et c'est pour ça aussi que j'en parle aujourd'hui, c'est d'expliquer que c'est pas que ça les violences conjugales, c'est pas que des coups, c'est pas que l'œil au beurre noir. C'est pas que, la lèvre tranchée et cetera. Enfin, c'est beaucoup, beaucoup plus complexe que ça et c'est important de sortir de ces représentations-là. D'ailleurs, j'ai fait mon mémoire dessus, donc la preuve que c'est un sujet qui m'intéresse. Enfin bref, voilà, donc ça a duré, 3 ans, en gros. Et en fait, on s'est séparés, parce que j'ai appris qu'il m'avait trompée, en avril, 2018. Et ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup aussi là. Au final, c'est la personne, la plus jalouse et parano qui trompe l'autre. Voilà, donc je j'ai pas de statistiques sur le sujet, mais je vois beaucoup de témoignages, du genre. Donc c'est bon quand même à savoir. Et du coup, ouais, il m'a trompée en gros, et puis, bah, j'étais dans une période de ma vie, compliquée. Je venais de perdre ma grand-mère de façon très soudaine et en fait, je pense que c'est un mélange de plein de choses qui a fait que là, je me suis dit: «Je vais le quitter». Je le quittais pas pour les violences parce que encore une fois, j'en avais pas conscience. Juste un petit aparté, mais il avait quand même conscience que ce qu'il me faisait n'était pas bien parce que après il allait, fondre en larmes, s'excuser, me dire qu'il était désolé, tout ça et il me disait de ne pas en parler. Donc voilà, il savait très bien que ce qu'il faisait n'était pas bien et je savais que ce qu'il faisait n'était pas bien, mais pour moi, c'était pas assez grave pour que je demande de l'aide. Voilà. Et donc, bah, en fait, quand il m'a trompée, ça a été vraiment la goutte d'eau parce que je lui avais toujours dit, «Moi, si tu me trompes, je te quitte». Alors que ça peut paraître débile parce que vu tout ce qu'il m'avait fait subir, franchement, me tromper à côté, c'était, rien du tout, quoi. Enfin, c'était pas grave, mais c'était la limite que j'avais fixée et j'avais toujours dit ça à mes copines aussi et encore une fois, j'avais trop de fierté, je pouvais pas, me dire que, je lui pardonnais et que je revenais avec lui, alors que j'avais toujours dit l'inverse. Enfin, c'était la honte pour moi. Donc du coup, bah, je l'ai quitté à ce moment-là et je l'ai vraiment quitté pour la tromperie. Je l'ai pas du tout quitté pour les violences. Je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là, mais mon cerveau a vraiment, shut down. J'ai effacé tout ce qui s'était passé et je me suis concentrée sur la tromperie. Officiellement, je l'ai quitté pour la tromperie et j'étais vraiment persuadée que je le quittais que pour ça. Quand on s'est séparés, bien sûr, il l'a très, très, très mal pris. Il m'a fait du chantage, il m'a fait, du chantage au suicide aussi, en me disant qu'il allait se tuer si je ne revenais pas avec lui. Hem, il a envoyé des messages, à toute ma famille. Franchement, c'était une période, compliquée. Il m'a dit de ne jamais parler de ce qu'il m'avait fait. Il appelait ça «mes mauvais côtés». Voilà, un euphémisme quand même, pour parler de violence. Mais, il m'avait dit: «Voilà, tu parleras à personne de mes mauvais côtés». Et moi, ça a été très compliqué. J'avais vraiment du mal à couper les ponts avec lui. Ça faisait depuis mes 13 ans qu'on se connaissait. Là, j'allais en avoir 18. Ça faisait 3 ans qu'on était ensemble. Enfin, c'était vraiment dur. D'ailleurs, bah, je fêtais mes 18 ans, même pas un mois après notre rupture et je l'ai quand même invité. Et en fait, moi, ce qui m'a vraiment sauvée à ce moment-là, c'est que j'ai entretenu une relation avec quelqu'un d'autre, donc qui était un ami au départ. Et puis en fait, j'ai trouvé clairement du réconfort avec lui. Lui, il avait besoin aussi de réconfort à ce moment-là et en fait, je lui ai pas du tout parlé des violences, mais juste on s'est
très bien entendu. On s'est vu en secret parce que si mon ex l'apprenait, ça allait vraiment être... Enfin, j'avais vraiment très très peur des conséquences. Puis j'avais un peu honte aussi parce qu'en vrai, je sortais d'une relation de 3 ans et je trouvais ça complètement inapproprié de trouver quelqu'un d'autre tout de suite après. Donc voilà, avec ce garçon, on s'est vu pendant 1 mois et demi, 2 mois peut-être. Je sais même plus, mais franchement, ça a eu un rôle incroyable sur la suite parce que du coup, c'est quelqu'un qui m'a permis de reprendre confiance en moi un petit peu, enfin du moins des bases et surtout en fait de voir que c'était possible d'être regardé autrement et d'être respecté, d'être apprécié. Enfin vraiment, je me suis dit que à ce moment-là, ça m'a permis de comprendre que j'avais une valeur et que ce que mon ex me répétait à longueur de journée, c'était pas vrai. J'en étais pas au point d'avoir confiance en moi et tout ça, mais juste ça m'a fait un petit déclic aussi de me dire, mais en fait, il m'a menti parce qu'il me disait tout le temps, tu plairas jamais à personne, tu trouveras jamais personne d'autre, si on se quitte, ta vie est finie. Et j'étais persuadée de ça. Je me disais vraiment que là, j'avais 18 ans, j'avais la vie devant moi, mais dans ma tête, c'était fini si je le quittais. Et là, en fait, d'avoir cette personne qui a posé un regard différent sur moi, je me suis vraiment dit, mais en fait, la vie, elle peut continuer après, en fait. Pour tout un tas de raisons, enfin une vraie relation n'était pas possible avec cette personne-là, même si je lui portais beaucoup d'affection et réciproquement. Mais voilà, c'était pas possible. Hem, mais ça m'a fait énormément de bien à cette période de ma vie et plusieurs années plus tard, je lui ai envoyé un message pour le remercier d'avoir été là pour moi à ce moment-là, même s'il ne savait pas à quel point ça avait eu, enfin pour lui c'était juste une histoire comme ça, mais pour moi ça a vraiment changé ma vie, je pense, parce que s'il n'avait pas été là, j'aurais pu totalement me remettre avec mon ex. Et après, on aurait emménagé ensemble. Et après, bah, je serais rentrée encore plus dans un truc compliqué de vivre avec lui. Et du coup, il y aurait plus de limites, en fait. Parce que là, il y avait toujours des limites dans ce qu'il pouvait me faire parce que, il y avait nos parents pas loin, il y avait des amis, proches, enfin, si on avait habité ensemble, il y aurait plus eu de limites et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'effrayait et qui m'effraie encore avec le recul et grâce à ce garçon-là, bah, du coup, j'ai pu, ne pas retourner avec lui. Donc bref, je voulais quand même en parler parce que des fois on diabolise un peu les relations pansements comme ça, enfin voilà, on dit que c'est pas bien et tout, mais en fait, tant que c'est consenti entre deux adultes, nous voilà, on était, enfin je lui ai pas brisé le cœur à ce garçon, il m'a pas brisé le cœur non plus, juste on était là l'un pour l'autre au moment où on en a eu besoin et ça m'a fait énormément de bien et il y a pas de honte à ça en fait. Donc voilà, juste une petite, parenthèse, importante sur le sujet. Bien sûr, par contre, n'utilisez pas quelqu'un, qui n'a pas les mêmes envies que vous, heu, ça va de soi, mais voilà. Bref, après ça, mon ex n'a pas eu son bac parce qu'il n'est pas allé à certaines épreuves, il m'a fait culpabiliser. J'ai passé tous mes cours parce que j'étais persuadée que c'était de ma faute et que j'étais une mauvaise personne et tout ça, tout ça. Et puis finalement, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, encore une fois assez, rapidement finalement, puisqu'on s'est mis ensemble le 22 juillet 2018 et voilà, je m'étais séparée en avril 2018. Donc vraiment ça a été, vite. C'était pas forcément quelque chose de prévu, après la petite histoire que j'ai eue avec mon ami là, j'avais pas forcément prévu de me remettre en couple, tout de suite, mais c'est juste une rencontre qui s'est faite au bon moment et un peu un coup de foudre, dans le sens où le feeling est enfin c'est pas vraiment un coup de foudre dans le sens où c'est pas on s'est croisés et on s'est dit: «Waouh, c'est l'amour de ma vie», surtout qu'il était dans le même lycée que moi. Ça faisait 3 ans qu'on se connaissait de vue, mais on s'était jamais parlé ni rien. Mais juste la première fois qu'on s'est vraiment rencontrés, qu'on a appris à se connaître, ça a été, vraiment, tout de suite le feeling est passé et ça a été une évidence, quoi. Donc je me suis mise en couple à ce moment-là avec, donc Maxime. Donc on est toujours ensemble, vous avez pu le voir du coup, il y a 3 ans lors de mon c'est mon épisode sur ce sujet-là. Mais du coup, je peux vous dire que 2 ans plus tard, on est toujours ensemble et très amoureux et tout va très, très bien entre nous. Je reviendrai sur le sujet du couple après.
Mais du coup, j'ai vraiment pris conscience des violences que j'avais vécues en étant en couple avec lui et en me rendant compte du coup bah, que le couple était normal et sain et qu'il me faisait pas de mal. Et c'est à ce moment-là qu'en fait tout ce que j'avais enfoui est ressorti et ça a été difficile à gérer, aussi bien pour moi que pour lui. Je faisais des cauchemars tout le temps, j'étais pas bien du tout. Il savait pas trop comment gérer la situation. On avait 18 ans tous les 2, donc voilà. Mais il a tout de suite, vu, il a eu l'intelligence et la maturité de voir que quelque chose n'était pas normal et que lui ne savait pas gérer, la chose. Du coup, il m'a redirigée vers, sa cousine qui m'a redirigée vers, le 3919 que j'ai mis beaucoup de temps à appeler parce que pour moi, bah, j'étais pas victime de violences conjugales, en fait, donc je voyais pas pourquoi je les appellerais. Finalement, j'allais vraiment très, 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 très mal. Donc, je les ai appelés. Euh, j'ai peu de souvenirs en vrai de cet appel, mais je me rappelle juste à quel point j'étais stressée. Déjà, j'aime pas appeler, donc autant vous dire que là, c'était horrible. Je me rappelle surtout bah, qu'elles m'ont conseillé d'aller à un groupe de parole de solidarité femmes. Pareil, j'ai traîné des pieds pour y aller. J'avais tellement pas envie, j'avais pas envie de remuer tout ça, mais j'allais tellement mal. Je faisais des cauchemars toutes les nuits de mon ex. J'étais hyper irritable. J'étais très, très, très jalouse aussi parce que je reproduisais ce que j'avais vécu avec mon ex. En fait, bah, moi, j'avais jamais vécu une histoire d'amour autre. Donc, pour moi, c'était normal d'être jalouse. Euh, donc j'étais jalouse vis-à-vis de Maxime, j'étais invivable. Donc lui il m'a aussi fait comprendre, bah en fait, faut que tu fasses des efforts parce que bah ça va pas se passer comme ça. Donc après, j'ai compris et j'ai tout de suite, enfin ça m'a mis du temps quand même, ça s'arrête pas du jour au lendemain, mais effectivement j'ai eu un peu un déclic en me disant, mais effectivement c'est n'importe quoi de se comporter comme ça a aucun sens. Enfin Maxime n'est pas mon ex, ça va aller. Et donc j'ai fait un travail sur moi qui m'a permis de ne plus être jalouse. Et je suis allée à ce fameux groupe de parole de solidarité femmes et je pense que ça a été vraiment pour moi le déclic, pour comprendre que quelque chose n'allait pas. Donc du coup, c'était il y a 5 ans maintenant parce que ça devait être justement, en novembre ou en décembre 2018. Et donc bah, il y avait juste une autre femme qui était là avec des bénévoles. Elle a raconté son histoire. Je sais plus qui de nous deux a parlé la première. En tout cas, ce dont je me rappelle, c'est que bah, moi, c'était la première fois que je remettais tous ces souvenirs qui m'étaient revenus depuis la rupture, que je les remettais dans un certain ordre et que je racontais tout d'une traite comme ça. Et c'était la première fois que j'entendais quelqu'un raconter aussi son histoire sur le sujet. Et même si la personne était plus âgée que moi, qu'elle avait eu un enfant avec son agresseur et tout ça, ça m'a vraiment fait un déclic vraiment d'effet miroir. Enfin, je me suis vue en elle et ça m'a permis de comprendre que ce que j'avais vécu, c'était pas normal. Et puis les bénévoles qui étaient là ont fait un super travail. Elles m'ont expliqué le cycle des violences conjugales. Elles m'ont expliqué pourquoi j'arrivais pas à partir. Enfin voilà, elles ont vraiment été géniales. Elles m'ont fourni enfin, elles ont vraiment été une oreille attentive à ce moment-là. Elles m'ont laissé pleurer, elles m'ont laissé m'exprimer, enfin, vraiment, ça a été tellement utile pour moi. Je recommande vraiment de le faire. Enfin, j'avais vraiment peur et finalement, ça m'a énormément aidé. Pour m'expliquer l'emprise, elles ont utilisé une métaphore que j'utilise encore des fois en intervention et tout ça pour expliquer parce que je trouve qu'elle est parlante quand même. C'est la métaphore de la grenouille. En fait, si on jette une grenouille dans une casserole bouillante, elle va tout de suite sauter et sortir parce que bah, avec le réflexe de la chaleur, elle va même pas y entrer en fait. Alors si on met la grenouille dans la casserole d'eau froide et puis qu'on la chauffe très doucement et qu'elle devient tiède et puis chaude et puis d'un coup bouillante, et ben ce sera trop tard. La grenouille, elle aura pas le temps de s'enfuir parce qu'elle aura été habituée petit à petit. Et du coup, ça permet vraiment de comprendre bah, le fait que les violences conjugales, c'est pas comme on dit au premier coup tu pars et si tu pars pas, t'es vraiment débile en fait. Bah non, c'est pas ça parce que bah il y a tout un tas de choses, de mécanismes qui se mettent en place avant et qui font que bah comme la grenouille, tu te retrouves prise au piège en fait. Et quand tu te rends compte que c'est bouillant et qu'il faut partir, bah t'y arrives plus.
Donc ça m'a aidé, ça m'a déculpabilisée et justement ce travail de déculpabilisation, ça a été le grand chantier de ma vie sur les 2 années suivantes, je pense. J'ai vu un psychiatre sur leurs conseils, au bénévole du coup, qui m'a quand même aidée. Je l'ai pas vu beaucoup, mais il m'a aidée et puis après j'ai vu une psychologue, qui était, du coup dans le service de santé étudiant. J'étais à la fac à ce moment-là. Très pratique, le service de santé étudiant, c'est gratuit, donc voilà, n'hésitez pas. Enfin, moi, j'aurais jamais pu voir une psy autrement parce que j'en avais pas encore parlé à mes parents et je pouvais clairement pas m'offrir ça. Donc ça m'a vraiment aidé de d'avoir ce suivi-là avec elle. Et après, il y a le Covid qui est arrivé. Donc confinement, voilà, donc plus de psy. C'est dommage parce que je pense que vraiment, enfin, après j'ai eu encore plusieurs mois, voire années qui étaient difficiles et je pense que si j'avais pu avoir le suivi en continu là avec la psy, que je commençais à voir vraiment une fois par semaine, etc., j'aurais pu guérir ça, éviter de laisser traîner encore sur pas mal de temps. Mais bon, bah voilà, c'était comme ça. Après le confinement, bah, j'ai créé Over the Rainbow en juin 2020. Et à ce moment-là, le but, c'était pas du tout, enfin, de parler de mon histoire ou quoi que ce soit. Je voulais juste interviewer des femmes. Et finalement, c'est cet été-là aussi que j'en ai enfin parlé à mes parents. Le déclic, ça a été que j'en ai d'abord parlé à ma sœur parce qu'elle avait l'âge que j'avais quand moi ça a commencé. Et du coup, je me suis dit que je pouvais pas la laisser dans cette situation d'ignorance en fait sur le sujet et vraiment je me disais mais s'il lui arrive la même chose que moi mais je m'en voudrais toute ma vie en fait de pas avoir su lui dire de pas avoir eu le courage de lui en parler donc voilà c'est à ce moment-là que j'ai brisé la glace avec elle et après elle m'a un petit peu forcé la main pour en parler à mes parents mais si elle n'avait pas été là ça aurait été beaucoup plus compliqué donc heureusement qu'elle l'a été à ce moment-là. Et du coup, bah, j'en ai parlé à mes parents. Ensuite, j'en ai porté plainte. Et l'expérience de la plainte a été vraiment désagréable. Donc, j'ai déposé plainte, je sais plus exactement, c'était fin 2020, je pense. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais été bien préparée déjà parce que moi, je commençais à être à l'aise avec mon histoire petit à petit. J'avais commencé à en parler autour de moi, à sensibiliser un petit peu. Enfin voilà, je commençais à être plus à l'aise avec le sujet. J'étais dans le début de vraiment mon militantisme féministe et tout ça, donc ça avait du sens pour moi d'aller porter plainte je voulais pas en fait vraiment le faire en espérant qu'il ait quelque chose parce que je savais très bien qu'il aurait rien du tout, mais c'était vraiment plus par principe de solidarité avec les prochaines qui croiseraient sa route, en me disant que bah s'il y en avait une autre qui portait plainte, en fait, bah son témoignage aurait tout de suite beaucoup plus de poids parce qu'il y aura eu ma plainte avant. Donc voilà, c'est vraiment ça qui me motivait. Mais le fait de vouloir se venger de son ex, c'est aussi un motif tout à fait recevable, hein. Ne culpabilisez pas d'avoir juste envie de porter plainte parce que bah, vous êtes en colère, c'est normal. Moi, en l'occurrence, j'étais plus en colère, mais voilà, tous les motifs sont valables. Petit rappel qui ne fait pas de mal. Et donc, j'avais été quand même préparée au dépôt de plainte parce qu'il y a un bureau d'aide aux victimes à Nantes auquel je me suis rendue plusieurs fois. Et j'ai porté plainte donc là-bas. Première plainte, ça s'est passé. Je veux pas dire que ça s'est bien passé ou ça s'est mal passé. J'ai juste parlé et voilà. Et on m'a dit qu'on allait me recontacter pour refaire un dépôt de plainte avec l'unité, enfin la brigade spécialisée sur les violences conjugales. Donc j'ai refait ça du coup début 2021, je crois, mars-avril par là. Ça a coïncidé en tout cas avec le moment où j'ai vraiment commencé à en parler publiquement sur les réseaux sociaux pour sensibiliser sur le sujet. Parce que je sais que quand j'ai vu cette policière pour porter plainte, je lui ai dit, bah voilà, je vous préviens quand même, je vous le notifie, j'en parle publiquement. Bien sûr, je dis pas son nom ou quoi que ce soit, mais j'en parle publiquement. Voilà, juste, j'avais prévenu, on sait jamais. Et donc là, cette deuxième plainte a été
compliqué quand même. J'ai passé 4 heures avec la personne. Elle n'était pas méchante, mais elle n'était pas gentille non plus. Après, on va me dire, mais en même temps, elle n'est pas là pour être gentille. Bah ouais, mais en fait, quand on parle de sujets aussi douloureux, c'est vraiment dur d'être face à un mur, d'avoir l'impression d'être coupable parce qu'on te pose des questions hyper alambiquées, on te demande des précisions vraiment sur des heures, des positions sexuelles. Enfin, vraiment, je vous assure que franchement, c'est très très dur psychologiquement. Je suis ressortie de là, j'étais vraiment lessivée, alors que pourtant, voilà, j'avais un recul sur la situation. Ça faisait 3 ans que j'avais quitté mon ex. Je commençais à en témoigner dans les médias. J'avais fait tout un travail psychologique. J'allais beaucoup mieux. J'étais en couple épanoui. Enfin, j'avais pas d'autres traumatismes qui s'ajoutaient. J'avais que ça, entre guillemets. Et pourtant, bah, ça a été vraiment difficile. Donc, j'imagine pas ce que c'est quand on sort juste de la relation. Enfin, moi, si j'avais porté plainte juste en sortant de la relation, ça aurait été complètement différent. Enfin, j'aurais pas dit les mêmes choses. J'aurais pas eu le recul, que j'avais à l'époque et en même temps, j'aurais peut-être eu plus de détails aussi, ça c'est sûr. Mais, j'aurais peut-être pas dit aussi plein de choses pour le protéger encore une fois. Donc bon, bref, hem, tout ça pour dire que c'était vraiment compliqué et que c'est pour ça que je jetterai jamais la pierre aux personnes qui ne portent pas plainte et je pense qu'il faut vraiment, se préparer un maximum pour porter plainte et voilà, aller voir des assos, enfin pas rester toute seule face à ça parce que c'est vraiment difficile et honnêtement, faut aussi avoir bien fait son travail de déculpabilisation parce que, on a l'impression que c'est de notre faute, quoi. Et je jette pas encore une fois la pierre à la policière, je pense que c'était pas son envie de me faire ressentir ça, mais le processus en fait te fait sentir que c'est de ta faute et c'est vraiment dur à vivre en tant que victime, alors que moi, encore une fois, j'avais réussi à travailler sur moi pour comprendre que voilà, j'étais pas complètement folle, que c'était pas moi qui avais inventé tout ça, que j'exagérais pas, que non, il avait pas le droit de me faire ça, que c'était pas de ma faute, etc. Mais pourtant, tout dans les questions, dans la façon dont est menée la plainte, etc., tout est fait pour nous culpabiliser en tant que victime. Donc voilà, c'était quand même pas agréable. Bref, et donc, eh bien, le temps est passé. Pendant ce temps-là, j'ai continué à guérir. J'ai vu une sexologue aussi, mais pas longtemps parce que ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale et que je n'avais pas d'argent. Je n'en ai toujours pas trop non plus. Enfin, en tout cas, pas assez pour pouvoir me payer ce genre de choses, malheureusement. Hem, donc voilà, j'ai fait plein de choses et j'ai commencé à sensibiliser en milieu scolaire. Donc ça avançait quand même. J'ai commencé à témoigner dans des médias. Enfin voilà, j'ai commencé à faire plein de choses. Fin 2021, j'ai participé à la campagne de sensibilisation d'En Avant Toutes. Hem, pour, du coup, bah, qui est donc une asso qui sensibilise aux violences, chez les jeunes et notamment aux violences conjugales, qui est hyper engagée et qui a un chat qui s'appelle commentonsaime.fr sur lequel je vous recommande de vous rendre si vous vous posez des questions sur votre relation ou sur la relation d'amis et cetera. Enfin bref, que vous sentez qu'il y a quelque chose qui va pas, bah, n'hésitez pas vraiment à aller là-bas. C'est génial ce qu'elles font. C'est une asso qui me tient énormément, énormément à cœur. D'ailleurs, je vais sortir un projet bientôt avec elle là pour fin novembre parce que vous le savez, le 25 novembre, il y a la journée de sensibilisation aux violences faites aux femmes. Et c'est justement à cette période-là, il y a 2 ans que j'ai participé à leur campagne pour sensibiliser sur le sujet. Donc ça a été aussi une belle étape pour moi et une vraie opportunité. Enfin, c'est quelque chose qui n'est pas offert à toutes les victimes de pouvoir sensibiliser et porter leur voix après. Et d'ailleurs, il y en a plein qui n'ont pas envie, donc voilà. Mais moi, ça m'a quand même vraiment aidée. Par la suite, j'ai eu la chance aussi de le faire dans plein de médias. Il y a 1 an, là d'ailleurs, ça m'y fait penser, je l'avais fait Ça commence aujourd'hui avec Faustine Bollard. Donc voilà, j'ai eu vraiment plein d'opportunités pour en parler et je suis vraiment reconnaissante de tout ça. Et aujourd'hui, je me centre principalement sur... Enfin voilà, franchement, j'ai fait ce que j'avais à faire au niveau des médias.
J'en ai fait plein d'interviews, tout ça. Je pense que maintenant, j'ai fait ce que j'avais à faire. Si on me redemande, je le ferai, mais c'est pas ma priorité. Moi, maintenant, ma priorité, c'est vraiment de sensibiliser directement sur le terrain, dans les établissements scolaires et tout ça. Et puis, j'en parle, bien sûr, dans mon livre Qui suis-je, corps, sexe, relation, identité, toutes les réponses à tes questions. Bien sûr, même si c'est pas le sujet central et que c'est un livre qui s'adresse aux ados d'une manière générale pour les accompagner dans cette période. Bien sûr que dans la partie sur les relations, je parle des violences conjugales et je mets en garde sur le fait que ça puisse arriver très tôt et tout ça. À chaque fois que je sensibilise dans les établissements scolaires, il y a toujours des personnes qui sont concernées, soit des femmes qui sont victimes actuellement, soit qui l'ont été. Je suis jamais tombée sur des hommes qui ont été victimes, mais voilà. Ou alors des personnes qui ont des victimes dans leur entourage et qui savent pas comment réagir. Enfin bon, bref. Voilà, donc voilà. Et sinon, je voulais aussi vous parler de l'après. Je vous avais demandé là sur Instagram, là j'ai ma story sous les yeux. Je vous ai demandé si vous avez des petites questions précises. J'ai déjà répondu à beaucoup. Il y a beaucoup de questions sur est-ce que j'ai suivi une thérapie. Du coup, oui, j'ai vu plusieurs professionnels de santé et c'est vraiment quelque chose que je recommande à tout prix. Enfin, pour moi, on peut pas vraiment se sortir de ça si on n'a pas un accompagnement extérieur par une asso, par des médecins, par des psys. Enfin, voilà, faut vraiment pas rester tout seul avec ça. Je prends souvent l'image de si on se casse un bras ou une jambe, on va à l'hôpital et on se fait réparer par des personnes dont c'est le métier. Bah là, c'est pareil. En fait, quand il y a un traumatisme psychologique, faut pas laisser ça comme ça. Faut prendre les choses à bras le corps et vraiment essayer de résoudre le problème. En tout cas, pour moi, ça a quand même fonctionné. Euh, et ce que beaucoup de personnes me demandent aussi, c'est est-ce qu'on s'en remet un jour ou pas? Et c'est une question qui, à chaque fois, me touche beaucoup quand on me la pose parce que c'est vraiment quelque chose que je me suis moi-même beaucoup demandé et je me revois vraiment dans cette relation à me dire, mais en fait, je voyais pas d'avenir heureux possible et même après en fait là maintenant je vais super bien. Enfin, j'ai eu la chance quand même de me remettre assez rapidement de ce que j'ai vécu. Hem Parce qu'en fait ça fait bientôt 6 ans quand même que je suis plus avec mon ex, mais ça fait déjà un moment que je vais bien et tout ça. Mais c'est vraiment une peur que j'avais où je me disais, sur des périodes où j'étais vraiment, enfin j'ai eu quand même des périodes, une période en l'occurrence de dépression, que pareil je n'ai comprise que a posteriori, des périodes qui ont été hyper impactées par le stress post-traumatique, notamment au niveau des cauchemars et tout ça. Enfin, j'ai eu des mois et des années vraiment difficiles et où je me disais, mais est-ce que un jour je serai vraiment heureuse? Est-ce qu'un jour je serai vraiment, est-ce qu'un jour je pourrais vraiment me remettre de ces violences conjugales? Et franchement, j'ai pas beaucoup été en colère contre mon ex. J'ai été un peu en colère contre lui, bien sûr, mais j'ai surtout été en colère contre le fait que lui pouvait continuer sa vie comme si de rien n'était, alors que moi, non. Et ça, du coup, ça a été, c'était vraiment quelque chose contre lequel j'ai eu de la rancœur quand même sur le sujet. Et donc, encore une fois, pas dirigé vraiment directement contre lui, mais plus contre tout ce système d'une manière générale qui fait que celles qui payent, c'est les victimes et pas les agresseurs. D'ailleurs, je ne vous en ai pas parlé, j'ai oublié ce sujet, mais ma plainte a été classée sans suite. Je l'ai appris, 1 an et demi après, ce jour où j'ai déposé plainte là en 2021, à la brigade des violences conjugales. Je savais très bien que c'était pas urgent parce que j'étais pas en danger direct et tout ça et puis, fallait que ce soit transmis, dans la commune où il habite, enfin bon bref et au final, j'ai été appelée un matin de juin. J'étais en stage à ce moment-là et déjà quand on t'appelle et qu'on te dit: «Bonjour, c'est la gendarmerie, je vous appelle concernant votre plainte contre monsieur, gna gna gna». Déjà, c'est toujours horrible d'entendre son prénom et son nom donc voilà.
Hem, bah, donc déjà là, ça fait un choc parce que là, tu te dis: «OK, oui, ça fait plus d'1 an et demi que j'ai porté plainte, mais OK, du coup, on va me donner des infos, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils vont bientôt le mettre en garde à vue?» Enfin voilà, je me pose plein de questions et là, le gendarme me dit: Bah, voilà, il est actuellement en garde à vue. Est-ce que vous êtes, disponible madame pour une confrontation?» Donc là, j'ai pas trop compris. Je lui ai demandé: «Bah, une confrontation, c'est-à-dire?» Donc il m'a dit: «Bah, voilà, c'est vous allez venir, au commissariat si vous êtes d'accord et vous allez confronter votre version des faits à la sienne». Et là, je me suis dit: bah, faut que je vienne maintenant?» Il m'a dit: «Bah, oui, oui, maintenant». Donc bah, là, problème, moi, je suis à Nantes, je suis en stage. Là, j'ai le permis, mais j'ai pas de voiture. Comment je fais pour être, là, dans la minute, dans une autre ville? Enfin bref, c'était pas possible et surtout psychologiquement, j'étais absolument pas prête et ça, vraiment, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Je ne comprends pas que je n'ai pas été avertie, je sais pas, une semaine avant qu'ils allaient le je demande pas à savoir le jour précis ou quoi, je m'en doute que c'est compliqué, mais juste me prévenir un peu avant pour que je puisse me remettre dans le bain et avoir le temps de réfléchir à est-ce que je veux ou pas une confrontation. Parce que là, j'ai dit non parce que j'avais peur et parce que j'avais pas envie de le voir et que je savais pas comment ça allait se gérer et que de toute façon, je ne pouvais pas techniquement y aller. Mais peut-être que si j'avais eu le temps d'y réfléchir, bah, j'aurais peut-être dit oui parce que j'aurais pu me préparer, j'aurais pu me renseigner sur bah, est-ce qu'il faut que j'ai un avocat avec moi, est-ce que je peux trouver un avocat, il y a une asso pour m'aider. Enfin, là, en fait, c'est vraiment quelque chose qui m'a énervée et bah, que je regrette dans mon parcours, c'est de ne pas avoir été accompagnée sur ce sujet-là parce que ça aurait peut-être pas changé grand-chose à la confrontation et peut-être que j'aurais quand même refusé, mais j'aurais aimé pouvoir être préparée et pouvoir connaître cette option et avoir le choix. En fait, là, j'ai eu le sentiment de ne pas avoir le choix, même si techniquement il m'a demandé vous voulez venir ou pas. Bah, en fait, je ne pouvais pas venir, donc j'ai pas eu le choix. Donc j'ai refusé et il m'a dit bah je vous tiens au courant. Et il m'a rappelé 1 heure après en me disant bah voilà la garde à vue est terminée et je lui ai demandé bah ok et du coup on en est où? Enfin qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit bah c'est terminé, c'est classé sans suite. Et donc j'étais assez étonnée et je lui ai demandé bah est-ce que je peux savoir ce qu'il a dit? Enfin voilà, est-ce que j'ai le droit? Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que la plainte avait été vraiment requalifiée sur des faits d'agression sexuelle. Et donc, bah, il m'a dit, non, bah, on lui a exposé ce que vous nous avez dit. Il a dit que effectivement, des fois, il était un petit peu insistant, mais que, il vous avait jamais forcé et que vous exagériez, complètement. Voilà, le gendarme au téléphone en vrai était gentil, enfin voilà, j'en veux pas à lui, hein. Il m'a dit mais vous inquiétez pas, si jamais il recommence, qu'il y a une autre plainte, et bah là il y aura quelque chose qui sera fait. Et en fait, j'avoue que sur le coup, ça m'a quand même vraiment affectée, ça m'a vraiment fait du mal. Enfin, j'étais pas bien du tout. Après voilà, je me suis contenue pour, terminer ma matinée de stage et puis après j'ai envoyé un message à une de mes très, très bonnes, amies pour savoir si on pouvait se voir le midi et j'ai marché jusqu'à son lieu de stage et j'ai pleuré tout du long du trajet. Hem J'étais pas forcément, je dirais que c'était plus que de la déception parce que oui, je savais très bien que ce serait classé sans suite et tout ça, mais en fait, c'était juste j'ai eu tellement de rancœur, je pense et ouais, je pense à ce moment-là, j'ai vraiment senti la démesure, des conséquences. Parce que je me suis dit: «Ça fait 1 an et demi que j'ai porté plainte». Je me suis tapé une première plainte au commissariat, après des dizaines de rendez-vous, au bureau des victimes, après des dizaines d'heures avec des psys, des psychiatres. J'ai fait plein de choses, j'ai fait les choses dans l'ordre, j'ai tout fait pour que ça se passe bien. Après, j'ai porté plainte pendant 4 heures, ça a été dur. J'ai attendu pendant 1 an, plus d'1 an sans réponse, personne m'a tenue au courant. J'ai continué à faire ma vie, j'ai continué à me à m'engager sur le sujet, j'ai milité, j'ai sensibilisé, j'ai fait plein de choses tout en essayant moi de reconstruire les morceaux qui avaient été détruits à cause de cette personne qui impacte ma vie depuis 10 ans, depuis 2013. Donc voilà, là on est en 2023. Euh,
Et puis, bah, en fait, lui, on lui pose, une question, on le met en garde à vue, 2 heures. On lui pose une petite question: «Monsieur, est-ce que vous avez fait ça?» «Non». «D'accord, OK monsieur, au revoir». Et puis c'est tout, en fait. Et du coup, c'est ça qui, sur le coup, m'a vraiment, submergée, où je me suis dit: «Mais en fait, c'est injuste». J'ai vraiment eu le sentiment d'injustice à ce moment-là, où même si je m'attendais au classement sans suite, ça m'a vraiment frappé en plein cœur de me dire: «OK, mais là, du coup, c'est fini pour toujours». Genre, c'est fini, à tout jamais, enfin, lui, il va s'en sortir comme ça, quoi. Alors qu'en plus, enfin, ça m'a vraiment fait de la peine aussi quand il a dit: «Il faut attendre qu'il y en ait d'autres qui portent plainte», parce que je sais très bien, j'ai été en contact avec, des personnes qui l'ont fréquenté et cetera. Je sais très bien que ce garçon a recommencé, pas forcément exactement comme il me l'a fait à moi, mais il a continué à avoir des relations, complètement toxiques, et à exercer son emprise sur d'autres femmes et cetera. Il y en a plusieurs qui me l'ont dit, et du coup, je peux pas leur jeter la pierre de pas porter plainte, bien sûr, je comprends totalement. En vrai, c'est horrible de porter plainte, c'est dur et tout ça. Mais du coup, en fait, il va continuer et continuer jusqu'à ce qu'il y en ait une à un moment qui vraiment brise le truc en allant porter plainte. Et à ce moment-là, vu qu'il y aura eu ma plainte avant, on va aller peut-être faire quelque chose, et bon, il aura pas grand-chose, hein, mais peut-être qu'il sera obligé de suivre un stage de sensibilisation, j'en sais rien. Mais franchement, je me suis vraiment rendu compte, en fait, de l'inefficacité de notre système actuel. Et du coup, c'est vrai que ça a été un peu dur pour le moral ce jour-là, je m'en rappelle très bien. Et donc du coup, pour revenir à la question de base, parce que là j'ai fait une grosse digression, mais est-ce qu'on se remet des violences? Eh bien oui, on s'en remet. Personnellement, aujourd'hui, je vais très très bien. Hem, je pense que c'est pas possible de dire que les violences ne nous impactent plus jamais, enfin qu'il y a un jour où ça y est, c'est fini, ça aura plus jamais aucune conséquence sur notre vie. Peut-être que ça arrive à certaines victimes, je pense que ça dépend aussi du type de violence subie et tout ça. Moi, je pense que ça m'impactera toute ma vie. Il y a des choses, qui ont fait aussi, enfin, ça a des conséquences encore aujourd'hui, parce que, j'ai toujours, des quelques problèmes avec, ma perception de moi-même, de mon corps et cetera, même si franchement c'est beaucoup mieux. Ça a toujours, des impacts un peu sur, ma sexualité, ma confiance en moi, enfin voilà, tout ça, ça joue encore dessus, même si c'est encore une fois bien moindre, et du coup j'ai bon espoir que ça s'améliore encore beaucoup dans les années à venir. Mais c'est très, très long, ça fait depuis 2018 que je suis séparée, et je suis pas encore, au 100% de mon max de je vais super bien, quoi. Donc ça, après, ça m'impacte comment? Ça m'impacte des fois sur des choses qui peuvent sembler insignifiantes, mais des odeurs, des endroits où en fait je vais m'y sentir très mal. Par exemple, mon lycée était à Saint-Nazaire. Je supporte plus d'aller à Saint-Nazaire. Pour moi, enfin, quand je dis Saint-Nazaire, c'est vraiment aller sur le près du lycée, en fait, le centre de Saint-Nazaire, le Remblai, où on peut se promener. Pour moi, c'est des endroits où vraiment je m'y sens très très mal. J'ai le cœur serré, je me sens pas bien, j'ai limite les larmes qui montent aux yeux, alors que ça fait des années et des années, mais en fait, c'est juste associé à trop de choses qui me rendent triste, et qui me rendent vulnérable. Donc ça, et puis des fois, il y a des trucs tout bêtes, mais par exemple, je supporte pas qu'on me prenne mon téléphone. Même si c'est juste pour regarder l'heure ou quoi, ça me ramène tellement à ces moments où il me le confisquait pendant des heures, et que il violait vraiment mon intimité à ce moment-là en fouillant dedans et tout ça, que c'est un geste tout simple, mais qui peut vraiment me faire du mal, et me renvoyer en fait par flashback à des émotions très négatives. Donc c'est pour ça que des fois, il y a certaines victimes qui ont des comportements qui peuvent sembler bizarres d'un œil extérieur, mais c'est juste que ça va être lié à des traumas très précis. Et moi, en l'occurrence, c'est ça, mais ça pourrait être d'autres choses, hein, ou même qu'on me prenne par le bras, ou des fois, ça arrive encore que ça réveille des choses négatives et traumatisantes. Et ça, je pense que c'est un peu des réflexes du corps, c'est la mémoire du corps, et je sais pas si vraiment ça peut partir complètement un jour. Je pense que ça peut s'atténuer, mais, mais voilà, ça peut pas, ça passe pas non plus.
Mais en tout cas, sur tous les autres sujets, je m'en suis remise. Franchement, moi, je pense qu'aujourd'hui, j'ai jamais été aussi heureuse dans ma vie que maintenant. Je suis très épanouie. J'ai fini mes études, j'ai fait des études qui me plaisaient. Ça fait 5 ans et demi que je suis en couple avec une personne incroyable que j'aime énormément, avec qui je m'épanouis vraiment dans une relation qui me rend tellement heureuse, avec qui je peux réaliser plein de choses, avec qui je voyage, qui est pas seulement enfin qui est vraiment pas seulement mon copain, mais mon partenaire de vie. En fait, on fait plein de projets à deux, on travaille ensemble, on a cofondé notre agence de communication ensemble. Enfin, voilà, c'est incroyable en vrai. Je suis très reconnaissante d'avoir cette relation-là parce qu'elle est vraiment magnifique et c'est quelque chose qui me semblait impossible il y a quelques années en arrière quand j'étais avec mon ex et que je vivais ça. Si on m'avait montré ce que je vis actuellement, j'aurais même pas cru. Je me serais dit, mais c'est pas possible, je mérite pas d'être autant heureuse, etc. Donc je suis très reconnaissante, même s'il y a des choses qui sont encore compliquées des fois. Je sais que j'ai beaucoup de chance dans ma vie. J'ai réussi à me faire des amis. Ça, pareil, c'était pas gagné. Quand j'ai commencé la fac, du coup, après ces années de lycée catastrophiques, j'avais aucune confiance en moi. J'étais mal à l'aise avec tout le monde. J'arrivais pas à parler aux gens. J'étais complètement stressée, je réfléchissais à tout ce que je disais. Enfin, franchement, c'était horrible pour moi les interactions sociales et aujourd'hui ça va mieux, même si je suis pas toujours la personne la plus à l'aise. Je suis un peu timide des fois avec les gens que je connais pas forcément et j'ai du mal à tisser des liens. Mais par contre, les amis que j'ai, je les aime énormément et je sais que j'ai beaucoup de chance d'avoir des personnes aussi exceptionnelles qui m'entourent. Et encore une fois, si on m'avait dit ça il y a 6 ans, j'y aurais jamais cru. J'aurais jamais cru que c'était possible. Donc, euh, donc oui, on peut s'en remettre. En tout cas, même si ça laisse une trace, on peut faire plein de choses avec. Et je pense que d'une certaine manière aussi, ça nous construit. Enfin, moi, ça a aussi construit celle que je suis aujourd'hui. Euh, Franchement, des fois, on m'a déjà posé la question de est-ce que tu préférerais ne jamais les avoir vécus ou est-ce que tu préfères quand même bah, avoir vécu ça et en être aujourd'hui là où tu en es dans ta vie, en avoir fait aussi quelque chose de positif entre gros guillemets parce qu'au moins bah, maintenant je sensibilise, je suis hyper engagée et peut-être que j'aurais pas été comme ça si j'avais pas vécu ça. Mais je sais pas parce qu'en même temps j'ai toujours eu ça quand même en moi et je pense que enfin voilà j'étais déjà comme ça quand j'étais petite et je pense que même si j'avais pas vécu ça, j'aurais milité, j'aurais été engagée, j'aurais fait plein de choses. Donc c'est- je sais pas. En vrai, c'est une bonne question qui mérite réflexion, mais je pense quand même que j'aurais préféré ne pas avoir vécu ça. Parce que en fait, c'est toujours facile après avec le recul de se dire bon, bah voilà, c'était 3 ans dans ta vie. En vrai, moi, j'en compte plutôt 5 parce que on s'est rencontrés en quatrième. Donc en vrai, de mes 13 ans à mes 18 ans, ça m'a quand même un peu pourri la vie, enfin complètement même. Donc voilà, on peut se dire avec le recul, bon, c'était juste une période dans ta vie, maintenant tu vas super bien, c'est cool, t'es heureuse et tout ça. Mais c'est un peu facile de dire ça avec le recul, mais pour rien au monde, en fait, je voudrais retourner à ce que j'ai vécu à l'époque. Et je souhaiterais à personne, même aux personnes que je déteste le plus, je leur souhaiterais jamais de vivre ça. C'est vraiment horrible. Et du coup, bon, je sais qu'il y a un peu ce truc de ceux qui ne te tuent pas non, attendez, je suis trop nulle en expression. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. C'est peut-être vrai d'une certaine manière, oui, mais d'une autre manière, j'aurais quand même préféré ne jamais vivre ça. Peut-être que si j'avais jamais vécu ça, j'aurais jamais après eu cette relation que j'ai avec mon copain. Peut-être que tout aurait été différent, j'en sais rien. Mais quand même, je me dis que ça a été trop de souffrance pendant toutes ces années. Donc, certes, là, actuellement, ma vie, je veux pas la changer. Je l'aime comme elle est et je suis très heureuse et très épanouie. Mais si je pouvais quand même éviter cette période-là, bah oui, je l'éviterais. Ça, c'est sûr et certain. Et je me demande à quoi aurait ressemblé mon adolescence si j'avais eu l'opportunité, en fait, de la vivre autrement et différemment.
Peut-être que, on n'en sait rien, hein, si on faisait un monde parallèle où je vivais pas ça, peut-être que ma vie à 23 ans serait bien moins épanouissante que celle que je vis actuellement, je sais pas, on peut pas savoir, mais en tout cas, je ne voudrais pas du tout revivre ça, c'est certain. Et sinon, il y a aussi une personne qui m'a demandé à partir de combien de temps j'ai réussi à en parler et à réaliser ce qui m'était arrivé. Bah ça, du coup, je l'ai déjà un petit peu dit, mais c'était vraiment l'année après, disons dans l'année après la rupture où j'ai commencé à en parler un petit peu. Et puis après, ça a fait un peu effet boule de neige. Petit à petit, j'ai réussi à plus m'ouvrir. Et j'en ai parlé du coup à mes parents un peu plus de 2 ans après la rupture. Donc ça a quand même mis du temps. Et une autre personne qui me demande comment as-tu dépassé la peur des autres après tant de violence. J'ai cette peur-là, je suis bloquée. Euh, en vrai, ça n'a pas été facile, mais je pense que c'est vraiment le temps, moi, qui m'a aidée et aussi le fait de comprendre que c'était pas de ma faute. C'est vraiment un point très, très important quand on a été victime de violence, c'est comprendre que c'est pas de sa faute à soi. Et c'est difficile dans notre société où on passe notre temps à culpabiliser les victimes. Mais en tout cas, bah, moi, c'est vraiment ça qui m'a permis enfin, de débloquer tout un tas de choses, en fait, et de permettre de me pardonner moi-même parce que je pense que certes, j'étais en colère contre mon ex, mais j'étais tellement en colère contre moi de m'être laissé embarquer là-dedans, de m'être laissé avoir, de m'être laissé manipuler. Enfin, vraiment, je m'en voulais à mort. Et en fait, c'est pas sain d'être dans une bataille contre soi-même. Et c'est toujours plus facile à dire une fois qu'on s'en est sorti. Mais vraiment, enfin, s'il y a des victimes qui m'écoutent, c'est vraiment important de se dire que c'est pas de votre faute. Ça ne l'a jamais été, ça ne le sera jamais en fait. Et vous êtes votre meilleur allié. Ça sert à rien de vouloir vous faire la guerre. Il y a déjà des personnes qui vous ont fait la guerre, qui vous ont détruite, etc. Donc maintenant, il faut vraiment se prendre à bras le corps et s'aimer, et se donner de l'amour et se dire qu'on mérite d'être heureuse, etc. Et souvent, je donne la comparaison. Je dis, mais si vous avez du mal à voir que vous avez besoin de vous sentir bien pour vous-même, etc., mais juste imaginez-vous que ce soit votre meilleure amie dans cette situation, qu'elle soit dans votre situation à vous, où elle est avec un ex, enfin avec un copain violent, ou alors elle est en reconstruction après des violences, etc. Mais est-ce que vous la laisseriez comme ça? Bah non, vous la prendriez dans vos bras, vous la consoleriez, vous lui donneriez tout votre amour. Bah en fait, ça, faut se l'appliquer à soi-même aussi. Et moi, j'ai mis du temps à le faire, mais vraiment, c'est très, 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 très important. Et puis après, bah, pour faire confiance aux autres, là, pour moi, c'est un peu plus difficile de donner des conseils. En termes d'amitié, comme je vous le dis, j'ai mis beaucoup de temps. Après, moi, je suis une personne assez introvertie, donc j'ai jamais non plus été très sociable et très copine avec tout le monde. Bien au contraire, j'ai toujours eu peu d'amis, mais des amis que j'aimais vraiment. Donc ça, voilà. Mais par contre, après, je peux totalement comprendre sur la peur de refaire confiance dans une relation intime. Moi, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai rencontré Maxime à un moment où je me rappelais pas encore de ce que j'avais vécu. Je sais pas si c'est une chance ou pas, mais moi, je préfère le voir comme ça, dans le sens où du coup, j'ai pas eu ce truc de j'ai peur qu'il m'arrive la même chose. C'était tellement effacé de mon cerveau ce que j'avais vécu qu'en fait, je me suis juste lancée naïvement et spontanément dans cette relation parce que j'ai eu un bon feeling et j'aurais pu tomber sur quelqu'un de pas bien à nouveau et me faire à nouveau avoir. Mais j'ai eu de la chance cette fois-ci et je suis tombée sur une personne incroyable. Et du coup, bah, tout s'est bien passé pour moi. Mais c'est vrai que je peux comprendre cette peur-là dans le sens où si j'avais pris conscience de tout ce qui m'était arrivé avant de retrouver quelqu'un, je pense que j'aurais été très méfiante et j'aurais eu vraiment du mal et je pense que ça aurait pu aussi m'emmener dans des relations peut-être destructrices à nouveau, des relations toxiques. Et il y a beaucoup de victimes à qui ça arrive, hein, qui enchaînent les relations toxiques, les relations violentes, parce qu'elles n'arrivent pas à se sortir de ça. Donc je peux comprendre cette peur et du coup j'ai pas forcément de réponse claire et nette à apporter, si ce n'est que bah il faut vraiment encore une fois apprendre à s'aimer soi et à faire la paix avec soi et avec son histoire et avec son passé et avec tout ce qu'on a pu vivre et se dire que c'est des choses qui font partie de nous mais que ça nous définit pas non plus. Et je pense que c'est intéressant de terminer sur cette notion justement de ce qui nous définit ou pas. Avant de parler publiquement de ce que j'avais vécu, j'ai réfléchi quand même parce que je me suis dit, mais en fait, à partir du moment où je vais parler,
voilà, je suis en train de faire, enfin, d'avoir quand même une activité qui est publique en militant sur Instagram et tout ça. En fait, après, je vais être toujours associée à ça. Et est-ce que j'ai vraiment envie d'être associée toute ma vie à quelqu'un qui a été victime de violences à 15 ans, tu vois? Bah, en vrai, on peut se poser la question. Enfin, je comprends totalement qu'il y ait des personnes qui n'aient pas envie de ça. Et moi, je me suis posé la question. Mais en fait, je me suis dit que ça me dérangeait pas et que, parce que pour moi, c'était pas quelque chose de honteux et que c'était plus forcément quelque chose de douloureux parce que au-delà de honteux ou pas honteux, c'est jamais honteux dans tous les cas d'être victime, hein, c'est important de le dire. Mais il y a certaines personnes pour qui vraiment ça fait trop mal et on n'a pas envie d'être associé à ça parce que c'est vraiment quelque chose de trop douloureux dans sa vie. Moi, encore une fois, même s'il y a des choses qui sont encore douloureuses par rapport à ça, je considère que je suis vraiment guérie de cette relation, de ce qui m'est arrivé. Donc j'ai du recul par rapport à ça. C'est plus quelque chose qui me fait souffrir dans ma chair comme ça a pu l'être à certains moments de ma vie. Maintenant, je vais très bien. Donc ça me dérange pas en fait parce que j'ai un recul par rapport à cette histoire qui fait que je peux en parler très facilement pour une interview, qui fait que je peux sensibiliser des élèves, etc. J'ai aucun problème en fait à en parler, à répondre aux questions, tout ça, parce que c'est vraiment quelque chose qui pour moi appartient à mon ancienne vie. Et du coup, ça me dérange pas qu'on me rapporte à ça parce que oui, c'est une partie de mon histoire et ça nourrit aussi celle que je suis aujourd'hui. Et du coup, vu que ça, c'est toujours un prétexte en fait pour sensibiliser et rappeler des choses importantes sur ce sujet-là, bah, ça me dérange pas du tout que d'être associé à ça. Et je pense que c'est important globalement de changer l'image qu'on a des victimes. Et je terminerai là-dessus parce que là, je vois mon enregistreur, ça fait 1h20 que je parle. Je pense que c'est important de changer l'image qu'on a des victimes. Et d'ailleurs, c'était un peu la conclusion de mon mémoire de recherche. C'est que en fait, on a vraiment une vision très, très péjorative des victimes, très pathologisante. Les victimes, c'est des personnes faibles, c'est des personnes tristes toute leur vie. Toute leur vie, elles sont tristes, les victimes. Quand on voyait des victimes, c'est un peu moins le cas maintenant, mais quand on voyait des victimes témoigner dans des médias ou quoi, c'était toujours à visage couvert, caché, parce que c'est la honte d'être d'une victime, on se montre pas, on modifie la voix, ou alors quand on les voit, bah, on les filme de dos, toutes recroquevillées, toutes grises, toutes. Enfin, je pense que vous voyez ce que je veux dire, et pour moi, en fait, ça, faut que ça change, parce qu'en fait, c'est horrible hein, ce que je veux dire. Mais quand on voit les chiffres, les victimes de violence, elles sont partout autour de nous. En fait, il y a plein de personnes que vous admirez peut-être, qui sont des stars, qui sont des chefs d'entreprise accomplis, qui sont je sais pas, la commerçante du coin que vous trouvez trop sympa, trop gentille, la maîtresse que vous avez eue quand vous étiez petit, où vous vous dites c'est vraiment une femme incroyable, je voudrais être comme elle. Enfin, toutes ces personnes qui sont autour de vous, il y en a tellement, mais tellement statistiquement qui ont été victimes de violences, pas forcément des violences conjugales, hein, mais des violences sexistes et sexuelles d'une manière générale. Il y en a tellement en fait, et ça se voit pas sur leur visage. Donc pour moi, c'est important d'être transparente là-dessus et de dire bah oui, j'ai été victime, oui, c'est une partie de ma vie, mais ça me définit pas pour toute ma vie d'après et je vais faire plein de trucs trop cool de ma vie qui vont montrer que bah justement en fait, tu peux avoir été victime mais faire des trucs cool et être épanouie et être très heureuse et avoir une relation qui fonctionne très bien depuis bientôt 6 ans et puis peut-être qu'un jour ça fonctionnera plus et c'est pas grave, je serai quand même heureuse parce que ma valeur ne dépend pas de mon couple. Enfin, c'est important en fait tous les messages qu'on veut renvoyer. Et du coup, enfin, le fait d'utiliser le mot de victime et de se le réapproprier, pour moi, c'est quelque chose de d'empouvoirant. Voilà, on va franciser le mot empowerment, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et du coup, j'ai aucun problème à réutiliser ce mot et à me l'approprier. Et je pense qu'il est grand temps de changer notre vision des victimes dans la société. Euh, et voilà, et de changer le regard aussi du coup, ça va avec, qu'on a sur soi quand on est victime. Parce que je pense que plus on montrera des personnes qui ont été victimes de violences, mais qui ont fait des trucs super après, ou qui juste ont réussi à être épanouies et à vivre leur vie très bien, plus on montrera ça, plus les personnes victimes euh,
qui sont dans une situation compliquée ou qui viennent d'en sortir et qui ont du mal à se reconstruire, bah, plus elles pourront s'appuyer sur ces modèles-là et se dire, mais en fait, une vie positive et heureuse après, c'est totalement possible. Voilà, ce sera mon message de fin. Je suis désolée, j'ai vraiment beaucoup trop parlé, mais voilà, ça faisait 3 ans quand même que j'avais pas fait un petit point avec vous sur le sujet, donc je pense que c'était important. Et puis s'il y a des personnes qui n'avaient pas écouté les épisodes que j'avais fait il y a 3 ans, bah au moins ça vous permettra de connaître tout ça. Franchement, n'allez pas les écouter parce que le son il est horrible. Je sais pas ce que j'avais fait avec mes micros, mais enfin, je sais pas. On dirait que j'ai enregistré sous l'eau. Enfin, je sais pas. Franchement, c'est ignoble. Des fois, je clique dessus sans faire exprès et j'entends le son. Je me dis, mais mon Dieu, dire qu'il y a vraiment des gens qui ont écouté ça, ils ont été courageux. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez besoin d'aide, si vous êtes victime de violence ou que vous connaissez des personnes victimes de violence, n'hésitez pas à demander de l'aide. Il y a donc le 3919 bien sûr que vous pouvez joindre et surtout pensez aussi à En Avant Tout et du coup le chat commentsem.fr. Voilà, c'est vraiment une valeur sûre, vous pouvez y aller les yeux fermés et n'hésitez pas aussi à penser aux assos près de chez vous, aux groupes de parole. Tout ça, ça peut tellement aider quand on est victime, c'est vraiment important. Et surtout, on n'oublie pas que quand on a été victime de violence ou si on l'est actuellement, c'est jamais de notre faute. La seule personne qui est responsable, c'est la personne qui commet les violences. Voilà, donc c'est important de se le rappeler. Euh, j'ai hâte de vous sortir mon projet avec En Avant Tout et avec une super marque qui sortira le 24 ou le 25 novembre. J'espère que vous serez au rendez-vous aussi. Je rappelle, si ça vous intéresse, que du coup j'ai un livre qui s'appelle Qui suis-je? Corps, sexe, relation, identité, toutes les réponses à tes questions et qui aborde notamment ce sujet-là parmi tant d'autres autour de la puberté, etc. Donc si jamais si vous êtes un jeune adulte ou si vous avez des ados dans votre entourage, n'hésitez pas à vous renseigner sur le sujet. Il y a le lien dans la description. Et surtout, prenez soin de vous, prenez soin des autres, des personnes qui vous entourent. Soyez attentifs et attentives. Et voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye.